Éric Brognier, je suis très heureux de vous revoir à l'occasion de la parution de votre dernier recueil en date, paru au Taillis-Pré chez Yves Namur. Le titre en est double puisqu'il y a deux ensembles poétiques dans le livre, Lumière du livre suivi de Rose noire. Alors c'est principalement sur Lumière du livre que j'aimerais qu'on échange. J'ai eu la sensation que ce recueil peut-être est-il né d'une période de confinement et donc a-t-il été propice à contenir une espèce de bilan de l'art poétique selon Éric Brognier. C'est en tout cas le sentiment que j'en ai eu, une tentative de définition à travers l'exercice même de la poésie de ce qu'est l'art poétique selon votre manière d'aborder le monde et d'aborder ce que vous indiquez peut-être déjà en exergue du livre, en citant Elisa Brune, qui écrit l'extrême de la philosophie est la poésie. Par ailleurs, dans le premier poème, et après je vous laisse la parole, dans le premier poème que vous écrivez, vous comparez la poésie à un tamis qui se trouverait au service d'un orpailleur en train de tamiser une rivière aurifère. Alors, est-ce que cette première approche ressemble ou vous convient? Oui, parce que je suis extrêmement, et de plus en plus, au fur et à mesure que la vie passe, je suis de plus en plus interpellé par cette phrase de Hölderlin qui disait qu'il faut habiter poétiquement le monde. Et effectivement, vous avez raison de le souligner, ces quatrains sont extrêmement resserrés et dans une époque qui ne cesse au fond de se répandre en discours de toutes sortes, dans cette espèce de grand brouhaha cathodique et médiatique qui est le nôtre aujourd'hui, il me semble que aller à l'essentiel, aller au plus nu de la parole est peut-être une manière d'habiter poétiquement le monde. Et c'est ce que, au fond, au cours des 4 ou 5 années qu'a duré l'élaboration de ce chapitre de Lumière du livre, j'ai tenté de faire. Quand vous dites 4 ou 5 années, donc cela contredit le sentiment que j'avais que ça aurait pu être un livre de réflexion né de cette période que nous avons vécue pendant 2 ans. Non, bien sûr, vous avez raison dans la mesure où un certain nombre de textes ont été écrits pendant le premier confinement, mais il se fait que le livre a été commencé bien avant ce premier confinement. Il a commencé vers 2017-2018, à un moment donné où, par ailleurs, en fonction d'aléas qui tiennent à l'organisation de ma vie privée, j'ai dû aussi écrire un peu rapidement sur des bouts de papier, des carnets, et fatalement la forme brève à ce moment-là s'est imposée parce que je n'avais guère le temps d'en faire plus. Et c'est là où toute la magie de l'aléatoire et des circonstances, au fond, nous permettent de toucher quelquefois sans le savoir à un propos qui est beaucoup plus profond. La forme, les circonstances imposent parfois euh, un certain type d'écriture, mais au fond, ce n'est jamais par hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des hasards objectifs, comme l'avait déjà pressenti André Breton. Alors, ce que j'ai essayé aussi d'identifier dans ma lecture, puisqu'on sait l'un et l'autre que le lecteur réécrit en quelque sorte le livre qu'il lit, j'y ai identifié, me semble-t-il, certains fils d'Ariane qui finissent par dessiner une sorte de tapis poétique où on retrouve des constantes, je dirais, comme par exemple la mémoire versus l'amnésie, ou l'importance de l'écoute, ou l'importance des arômes et des parfums, et une forme de sensualité permanente dans la manière d'aborder, y compris des thématiques comme la gourmandise. Vous évoquez des framboises à un moment donné. Je n'ai pas toutes les citations sous les yeux, mais à un moment donné,
donné, il y a une ligne qui décrit simplement en 5 ou 6 mots une sensation extraordinaire que tout le monde a connue, qui relie l'enfance, la mémoire, l'arôme, la sensualité, la gourmandise. Alors c'est un peu cela aussi, aller à une forme d'essentiel qui finalement nous ouvre au monde. Oui, vous avez bien noté cela. C'est une lecture fine parce qu'au fond, de quoi est-il question? C'est la question de la permanence et de l'éphémère, c'est la question du temps et de l'éternité, c'est la question de la métamorphose, qui est un des thèmes dont je me rends compte a posteriori qu'il n'a cessé de m'interpeller au cours de la production poétique qui est la mienne depuis mon premier livre en 1982. Vous faites référence aux framboises, vous faites référence à la gourmandise. Je dirais que moi qui suis depuis toujours attiré par les jardins, les fleurs, la flore, je fais référence dans ce texte, par exemple, à travers cette référence aux framboises et aux confitures, puisque la framboise, J'ai retrouvé le verre dans le voilà. les grelots doux de tendres framboises. Tout y est. Oui, mais vous savez, comme Bachelard, je suis un amateur de confitures et je fais moi-même mes confitures après avoir planté les arbres qui permettent d'en tirer les fruits. Et ben c'est passé au fond de l'être vivant, c'est-à-dire le fruit sur l'arbuste, par une alchimie qui est celle de la cuisine, euh, à, à un aliment que l'on va stocker au plus obscur des caves ou des placards ou des celliers, et puis qui va nous mettre un petit peu de baume au cœur quand le printemps et l'été auront disparu. Et donc, c'est au fond une métaphore assez simple euh, qui traduit cette hantise que j'ai de mettre en rapport l'instant et la fragilité des choses avec une certaine forme de pérennité et de nourriture qui permet à l'être humain de rester humain. Alors, il y a des phrases qui sont, enfin des vers, des poèmes, on ne sait plus comment les qualifier parce qu'on peut les lire de différentes manières, qui sont comme des aphorismes. Et il y en a un qui m'a particulièrement ému, je dirais même presque bouleversé, qui est tellement global, qui définit la vie. Vous dites, à la fin, la vie ne serait-elle que le souvenir d'un rêve. Et en écho à cette lecture-là, je me suis souvenu d'un poème que Albert Aiguepars vous avait dédié, dont le thème était aussi la vie. Alors, est-ce que vous pourriez évoquer cette dimension aphorique d'un vers comme celui-là, et puis la mémoire des anciens comme Albert Aiguepars? Oui, mais écoutez, dans un vers comme celui-là qui est donné, hein, c'est un pur cadeau. Je veux dire, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps, que des mots s'agencent presque inconsciemment en nous et puis sortent comme ça, comme une évidence. Eh bien, c'est le sentiment intime, encore une fois, du reliement entre, au fond, l'avenir et le passé, à travers un instant qu'il faut vivre pleinement, qui est celui du présent éphémère. Il est vrai que dans un vers comme celui-là aussi, ce qui m'a frappé en le relisant, c'est que j'explore un certain nombre de sensations au point où j'en suis dans ma vie, un certain nombre de sensations qui viennent de l'enfance la plus profonde. Euh, un monde qui, au fond, euh, nous détermine. Hein. Je pense que c'est dans la prime enfance que, parce que nous sommes encore dans la pensée magique et que nous sommes une espèce de page blanche sur laquelle toutes les émotions, les sensations peuvent s'imprimer, que ces éléments vont finir par former un dessin et peut-être que toute notre vie, nous tenterons de porter à son aboutissement ce dessin. Mais le ferons-nous Peut-être pas au point
dans cette prime enfance, notre appétit d'absolu était tellement évident, était tellement grand que nous avons rêvé au meilleur et au point où nous en sommes au seuil de la vieillesse, nous nous rendons compte aussi de ce que nous avons manqué. Et c'est peut-être aussi une métaphore du poème lui-même, puisque tout poème tente de dire au mieux une certaine forme de totalité, mais le poème, en même temps qu'il énonce, désénonce, c'est-à-dire qu'il rate toujours sa cible. Toute grande poésie ne peut que rater sa cible parce que sans cela, la part, euh, la part dynamique en aurait été épuisée. Et c'est un peu au fond comme la vie humaine. Si nous atteignons nos objectifs, nous cessons d'être vivants. Il n'y a que les morts qui ne bougent plus. Ouais. Pour revenir à l'enfance, pour revenir à l'enfance et aussi à l'exergue que je citais sur le fait que la philosophie, l'extrême de la philosophie et la poésie, on dit des enfants qu'ils sont naturellement philosophes avant d'avoir été formés. Ils posent des questions qui sont finalement des questions essentielles. D'où vient la mer? Qu'est-ce que le sable? Ou d'où venons-nous? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont aussi spontanément, les enfants, ils sont spontanément des poètes? Alors, entendons-nous bien, être poète, c'est être artiste. Un artiste, qu'il soit musicien, qu'il soit écrivain, qu'il soit peintre, chorégraphe ou que sais-je, doit apprendre un certain nombre de techniques, de codes, arriver à les maîtriser parfaitement. Par contre, là où effectivement l'enfant est peut-être poète, et c'est cette part-là de spontanéité qui perdure chez un adulte et qui, lorsqu'il est relié à ses sources, à ce réservoir de sensations premières dont l'enfant se nourrit, oui, dans ce sens-là, l'enfant est spontanément poète puisqu'il s'étonne. Il s'étonne devant tout ce qui l'entoure. Il fait preuve d'une curiosité et d'une attention. C'est ça. Il est complètement capté par ce qui se passe autour de lui. Et je pense que l'âge adulte, évidemment, nous coupe un petit peu de cette faculté d'être totalement relié à tout ce qui nous entoure. L'artiste, lui, peut-être, a gardé un lien avec cette part de curiosité et de fraîcheur qui est celle de l'enfant. Vous dites de très belle façon dans deux vers, on n'est pas d'un pays, né N''EST, on est NAIT de son enfance. Alors c'est aussi un vers qui est magique. Oui, c'est encore un vers qui est venu comme ça, comme un cadeau, je dirais. Il n'a pas du tout été fabriqué, il n'a pas été amendé, il est venu comme ça. Et il y a beaucoup dans ces quatrains, il y a pas mal de vers qui sont venus à travers ces formes brèves, un petit peu comme des cadeaux inattendus. Et je pense effectivement que cela signale encore une fois que être d'un pays, c'est-à-dire se construire une identité, c'est quelque chose qui est de l'ordre du travail, de la raison, etc. Naître de son enfance, c'est rester joint à ses sources, joint aussi aux zones troubles qui nous habitent et dont nous avons besoin. Est-ce qu'on peut, on peut dire que dans le travail de la poésie, le travail du poète, le fait de se donner des contraintes, comme ici le quatrain, est-ce que cela est un stimulant dès le départ, on se dit, tiens, en adoptant la forme du quatrain, je sens instinctivement que certaines formules dans le sens littéraire du terme, que certaines formules vont finir par pouvoir aboutir et elle n'aurait pas abouti autrement dans la forme, dans la prose, par exemple. Mais je dirais, je ne me suis pas posé la question de la forme a priori. Je n'ai pas voulu, parce que je n'ai guère de goût pour les écritures à contrainte. La forme brève, elle s'est imposée progressivement à force de racler le texte. Et j'ai toujours, lorsque je travaille, j'ai toujours à l'esprit cette phrase qui était celle de Beethoven dans ses journaux.
il disait qu'il n'est pas difficile de produire, de créer quelque chose, d'écrire de la musique. Ce qui est difficile, disait-il, c'est d'aller à l'essentiel à force d'élaguer, à force de couper, à force d'ébrancher, à force de raboter. Et moi qui suis jardinier amateur, qui ai planté beaucoup d'arbres dans ma vie, cette image de la création artistique comme élagage, comme ébranchement, comme taille, me parle énormément. Parce que c'est ainsi que la vie peut se poursuivre. Elle ne se poursuit pas quand on laisse pousser des taillis à l'état sauvage. En tout cas, ce n'est pas ça finit par épuiser la plante et épuiser le sol, alors que l'élagage permet justement de rendre de la vigueur et de faire en sorte que la plante donne des fruits. Alors, dans l'approche, dans le travail, si je peux me permettre cette expression, dans le travail du poète, dans le travail poétique de l'absorption des choses, il y a une part importante, me semble-t-il, qui est laissée à l'écoute dans ce que vous dites dans la lumière du livre. Et vous écrivez « Écouter, c'est laisser affleurer des remous de lumière où la question demeure ouverte comme un sentier sans fin au cœur d'une forêt que le silence effleure ». Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de définition de la poésie à l'œuvre, du travail de la poésie, laisser venir à soi, laisser affleurer les lumières venant de la mémoire? C'est pas un peu une manière de dire, voilà ce que je suis en train de faire lorsque je suis devant ma feuille? Mais disons que avant d'être devant ma feuille, je passe beaucoup de temps dans mon petit jardin, quand le temps le permet. Et ces instants de non-action, non-agir, où je me laisse pénétrer par ce qui m'environne, et il est vrai que la période du confinement, le printemps 2020, a été à cet égard, le mois de mai 2020, extrêmement propice, puisqu'il faisait très beau, et puis il n'y avait plus un bruit tout à coup. Le monde s'était arrêté de tourner, on n'entendait plus d'avions dans le ciel, on n'entendait plus de voitures sur les routes et les autoroutes. Enfin, tout à coup, tout était suspendu. Et c'est au fond des instants de méditation. C'est pour ça que vous avez raison de souligner que la poésie et en même temps la philosophie sont deux arts proches, mais en même temps que la poésie est peut-être l'extrême pointe, comme le dit Elisa Brune, de la philosophie. C'est vrai que se mettre en état de méditation, de disponibilité mentale et corporelle, en laissant le monde entrer en soi, permet une certaine forme d'illumination, de révélation, de surgissement à partir de ce vide. Et je trouve que dans ces quatrains, c'est exactement ce qui s'est passé, parce que j'ai pris le temps, j'ai d'abord veillé à me mettre en vacances intérieures, si je puis dire, et puis les choses se sont arrangées comme ça. Par contre, il y a d'autres phénomènes de création poétique qui peuvent venir, au contraire, d'un contact avec l'ordre du monde, avec les choses, dans un mouvement beaucoup plus rageur, beaucoup plus confrontant. Ici, c'est une autre démarche, c'est plus une démarche, je dirais, méditative. Alors peut-être encore une question sur l'atelier du poète, si vous me permettez. Vous avez dit que le poème a été, le livre a été écrit, le recueil a été écrit sur une période de 4 années, avec des moments où le texte vient, est déposé sur des petits feuillets que l'on assemble après. J'ai eu le sentiment d'être aussi devant une sorte de vitrail dont chaque élément s'était trouvé à sa place, mais qu'il avait fallu un travail de mise en place justement. Comment est-ce que vous procédez pour arriver à ce qu'il y ait une cohérence, en tout cas une cohérence qui vous apparaisse évidente et peut-être qui apparaisse évidente à votre éditeur? Comment travaillez-vous avec lui? Mais ici, dans ce cas-ci, le travail avec l'éditeur, c'est essentiellement porté sur, je dirais, la mise en page, parce que, bien entendu, étant donné le coût de ce que représente l'édition d'un livre,
et singulièrement actuellement où le prix du papier ne cesse de grimper, la tentation aurait été de placer plusieurs textes courts sur la même page. Mais j'ai indiqué que ces textes ne pouvaient pas se chevaucher sur une seule page, il fallait une page par quatrain, de manière à laisser précisément autour de ces 4 vers des vers libres et des vers blancs quelquefois, suffisamment d'espace pour la respiration. André Dubouchet, par exemple, qui a été un des grands maîtres de ce qu'on a appelé l'écriture blanche, avait aussi dans ses mises en page une grande exigence du retrait, de l'interligne, de tout ce qui faisait qu'un texte pouvait respirer. Et ici, le travail avec l'éditeur a porté sur cet aspect des choses. J'ai défendu mon point de vue à ce niveau-là, alors que à la base, ce n'était pas une évidence pour lui. Mais à la sortie, je trouve que cette disposition était juste. Quant au travail d'assemblage, et vous avez raison de dire que c'est un peu un travail d'art du vitrail, eh bien là, c'est une question combinatoire, c'est une question de repérer dans les différents textes des thématiques, des images, mais aussi d'être très attentif à la musique. C'est quelque chose qui m'importe beaucoup, que les textes sonnent bien et s'enchaînent musicalement les uns aux autres. Et j'ai pour habitude de me les mettre en bouche, pas simplement de les regarder sur le papier. J'aime lire le texte et voir comment il résonne et comment un texte résonne avec un autre. C'est ça qui aussi justifie des voisinages et donc une succession dans la lecture. Peut-être pour revenir au travail avec l'éditeur, qui, rappelons-le, est aussi un poète, puisque c'est Yves Namur, il y a peut-être à nouveau un vers magique, qui a d'ailleurs donné son titre à la première partie du recueil, qui dit peut-être tout ce que vous venez de dire en une ligne: nuit de l'encre, lumière du livre. C'est ça. Et ce n'est pas un hasard, au fond, que ce texte clôture la série, parce qu'il résume en quelque sorte le propos de fond et en même temps la forme. Et on sait que le fond et la forme sont deux paramètres qui sont indissociables. L'un et l'autre se confrontent, se justifient. Et donc, oui, lumière du livre, c'est ça, nuit de l'encre, lumière du livre. Il y a tout ce fond inconscient dans lequel l'encre, c'est-à-dire la parole poétique, puise, et puis elle vient au jour, elle s'imprime, elle se transmet, elle se partage. Là aussi, on retrouve la dialectique dont votre lecture extrêmement sensible et juste a posé les jalons dès le départ de notre entretien, cette dialectique entre inconscient et conscient, entre nuit et jour, lumière et obscurité, euh, passé et présent, rêve et réalité. Voilà, cette dialectique-là, elle est au cœur de mon travail dans ce livre-là et puis dans beaucoup d'autres aussi. Oui. Et puis alors, c'est aussi ce nuit de l'encre, lumière du livre, c'est aussi un merveilleux aphorisme du travail du typographe, du travail de l'imprimeur, du travail sur le papier, qui finalement est aussi partie de cet artisanat de l'art poétique dont on se régale, on se délecte. Alors peut-être une toute dernière question là, mais qui s'adresse plus à celui que vous êtes aussi, qui s'intéresse au travail des autres, qui étudie le travail des autres, qui écrit aussi à propos de vos confrères écrivains. Comment voyez-vous aujourd'hui en Belgique ou dans la francophonie la place de la poésie dans l'édition et surtout dans le cœur du public? Écoutez, quelles que soient les diverses productions, tendances qui existent au point de vue esthétique, quels que soient aussi les inévitables travers que l'époque véhicule, je le vois pas seulement dans le domaine de la poésie, mais aussi dans le domaine de la prose, du roman, etc. Le réalisme, le sociologique et d'une certaine façon une forme de romantisme égocentré est évidemment bien présent.
Mais il n'y a pas que ça. À travers la production contemporaine, il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes et je ressens de la part des gens en général un besoin de poésie. J'en veux pour preuve des rencontres qui n'attirent peut-être que 4 ou 5 ou 6 personnes dans une bibliothèque publique ici à Charleroi, à laquelle j'assistais il y a 3 semaines. Ça peut être aussi à travers des entretiens. Nous étions au Riche-Clair autour de Roger Baudard, vous le savez, le nombre de personnes présentes était quand même significatif. Et là aussi, la bibliothèque a joué un rôle important et elle continue à le faire. Je pense que si la place du livre de poésie dans les librairies est quand même en diminution, mais ça c'est un phénomène constant, évidemment les médias n'en parlent jamais, enfin ce sont des activités plutôt de niche ou des activités un peu souterraines, mais il me semble qu'il y a un besoin et une attention, comme si face à la dématérialisation qui est notre lot quotidien aujourd'hui, chacun d'entre nous avait besoin de retrouver un petit peu de saveur. Hein. C'est le cas aussi dans le domaine, vous parliez des framboises tout à l'heure, mais c'est le cas aussi, je pense, en termes de gastronomie, en termes d'alimentation, en termes de qualité de vie. Je crois que c'est un besoin. Et la poésie est une nourriture spirituelle. Très bien, Éric Brognier, je vous remercie pour cet entretien. Alors, je rappelle à celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent le titre du recueil que je leur recommande de lire, Toutes affaires cessantes, Lumière du livre, qui est suivi de Rose noire, c'est paru au Taillis-Pré. Il y a un très beau frontispice de Bernard Gilbert dont on n'a pas parlé, mais je le signale pour clôturer cet entretien, qu'il y a une présence aussi des arts plastiques dans le livre. Et je rappelle ce très beau vers, Nuit de l'encre, lumière du livre, qui donne son titre à ce recueil. Merci Éric Brognier. Merci.